les petits bruits qui nous disent que les gens rentrent dans la salle. Écoutez, il est 9 heures, 9h01 même. On va débuter dès maintenant. Et donc, tout d'abord, je vous souhaite effectivement bonjour et bienvenue à ce webinaire Rendez-vous Recyc Québec, qui est en fait le premier d'une série de 4 webinaires qui vont porter sur le bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Aujourd'hui, on va se préoccuper ou on va en fait se concentrer sur la présentation du portrait le plus récent des résidus de construction, de rénovation et de démolition, donc qu'on appelle dans notre jargon évidemment les CRD. Donc, je me présente d'abord, Isabelle Moïse, je suis directrice des opérations chez Recyc Québec. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Je vais être accompagnée d'Annie Lalonde, qui est agente de recherche et de planification chez Recyc Québec, qui va agir comme modératrice de contenu pour les questions. Donc, elle va vous partager des liens dans le clavardage, puis répondre à certaines de vos questions en cours de route s'il y a lieu, là. Sinon, on se réserve effectivement une période à la fin là, de la présentation pour les questions. Avant de passer à la présentation de notre conférencier d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques consignes. Donc, d'abord, vos micros et vos caméras ont été fermés. Donc, on vous invite, comme je vous parlais pour la période de questions, à poser vos questions dans l'onglet Q et R qui est situé en haut de votre écran. C'est questions-réponses. Donc, la période d'échange va se faire à la fin de la présentation. Ceux qui utilisent une version gratuite de Teams, ils n'y ont pas accès. Donc, si c'est le cas, vous pouvez mettre vos questions dans le clavardage. On va les transférer là, dans le Q et R. Évidemment, rien ne sert de lever la main, là, donc posez vos questions directement par écrit. Merci. La séance d'aujourd'hui va durer 1 heure. Elle est enregistrée. Il y a un lien qui va vous être envoyé par la suite, à la suite de l'événement pour accéder à l'enregistrement. La présentation PowerPoint va aussi être rendue disponible. À la fin du webinaire, on va vous inviter à répondre à un sondage d'appréciation. On va déposer le lien dans le clavardage, puis vous allez également le recevoir par courriel. Alors maintenant, maintenant que les consignes sont données, on passe maintenant à la présentation de notre conférencier, Nicolas Belrose, qui est agent de recherche et de planification chez Recyc Québec. Nicolas est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l'Université de Sherbrooke. Il travaille chez Recyc Québec depuis maintenant 10 ans et il est le principal responsable du suivi du secteur du recyclage des matériaux de CRD. Nicolas participe activement à la réalisation de la section CRD du bilan de la gestion des matières résiduelles de Recyc Québec, et ce depuis 2015. Je vous souhaite une excellente présentation, Nicolas. À toi la parole. Merci Isabelle. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour la présentation de ces résultats du bilan 2021. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite commencer la présentation. Ce que je vais un peu vous présenter aujourd'hui, c'est en trois parties, si je peux dire, dans la présentation. Donc, on va vous partager un peu comment on prépare le bilan, comment les différentes sections du bilan sont préparées. Je vais vous présenter par la suite les principaux résultats là, du secteur CRD, puis quelques perspectives après avoir analysé ces résultats-là. Qu'est-ce qu'on se prépare à faire pour le futur avec ça? Donc, au niveau de la méthodologie, pour la réalisation du bilan, c'est quand même plusieurs étapes qu'on a à faire qui commencent finalement dès l'automne 2021 où on met à jour nos différentes listes d'installations qui seront sondées. On prépare également les questions qui seront posées pour essayer de cerner les meilleurs résultats possibles, puis avoir les tendances aussi au niveau du marché. Par la suite, donc, étant donné que c'est le bilan 2021, on attend vraiment la fin de cette année-là avant de lancer nos questionnaires. Donc, dès le début de l'année 2022, donc l'année dernière, on a envoyé les différents questionnaires aux différentes installations.
Puis c'est le début des relances par la suite parce que ces questionnaires-là, c'est une forme de sondage volontaire. Donc, il n'y a pas d'obligation pour les installations qu'on sonde de nous répondre. Donc, on a quand même parfois à insister auprès de certains pour qu'on puisse avoir un portrait le plus représentatif possible des résultats. Par la suite, une fois qu'on considère qu'on a un taux de réponse suffisant, qu'on a des données relativement de qualité, c'est là qu'on commence à les compiler puis à les valider aussi. Donc, il peut y avoir dans certains cas des suivis téléphoniques qui sont faits avec les différents répondants pour préciser peut-être des fois certaines réponses qui nous ont été transmises pour, encore une fois, obtenir le portrait le plus exact possible avec les informations dont on dispose. Par la suite, une fois qu'on a compilé toutes ces réponses-là, on peut maintenant extraire les différentes données clés, analyser les résultats, puis on se fait également des révisions à l'interne, donc auprès de certains collègues qui n'ont pas travaillé nécessairement sur différents secteurs afin de valider là, que la méthodologie est bonne. Puis vers la fin de l'année 2022, c'est là qu'on rédige et on prépare les fiches qui sont maintenant en ligne, la mise en page de tout ça pour arriver aujourd'hui au début de l'année 2023 pour vous diffuser les résultats, pour vous présenter les résultats qu'on a obtenus dans tout cet exercice-là. Maintenant, au niveau du taux de réponse, finalement, donc je le disais, c'est un sondage volontaire. Donc, on a sondé 55 installations à travers la province, puis on a eu 34 répondants, ce qui nous donne un taux de réponse d'environ 62 ce qui est quand même stable par rapport aux différents bilans qu'on a fait dans les années passées. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de publier puis de diffuser ces informations-là. On considère qu'on a un taux de réponse adéquat pour pouvoir justement obtenir des résultats viables. Donc, ce que ça donne comme, peut-être avant d'aller aux résultats, je pourrais vous dire aussi qu'est-ce qu'on couvre finalement dans les résidus de CRD. Si vous regardez un peu autour de vous, dans votre bureau, dans votre maison, peu importe où vous êtes, ce qui vous entoure finalement, c'est un peu ce qu'on va suivre dans les résidus de CRD. Donc, on parle vraiment des bois de charpente, les produits de finition en bois. On va aussi sur le bois traité, ce qui va aller sur la toiture comme des bardeaux, les laines isolantes. Donc, vraiment tout ce qui va toucher le bâtiment va être considéré dans les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Par contre, ce ne sont pas les résidus de CRD dans le périmètre d'action qu'on regarde. Mais qui touche parfois le monde de la construction en général. Les sols contaminés ne seront pas présentés sont pas considérés dans notre sondage. Les meubles, les encombrants, comme les matelas, par exemple, ce n'est pas non plus considéré dans nos résultats, de même que les infrastructures. Donc, tous les travaux d'infrastructures routières, notamment les aspects d'asphalte recyclé, par exemple, dans de l'asphalte, ce n'est pas des résultats qui sont compilés dans cette section-là. Même chose pour ce qui peut toucher un peu l'aménagement paysager, comme les arbres ou les résidus verts. Ce n'est pas non plus inclus dans les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Parlant des résultats, en voici quelques-uns. Donc, 1 846 000 tonnes, ça, c'est nos prévisions de tonnage reçu par les différents centres de tri de la province. Comme je disais, c'est une projection dans ce cas-ci. Le tonnage réel qui a été déclaré par les différents répondants, c'était 1,3 million de tonnes. Donc, on suppose que nos répondants couvrent environ 70 de tout le secteur du CRD. Donc, on a fait une extrapolation là, pour les centres de tri qui ne nous ont pas répondu. Ce qui est une augmentation d'environ 4 par rapport à 2018, donc une faible augmentation, ce qui, on le verra plus tard par rapport à d'autres chiffres, est quand même bon, mais il y a quand même des améliorations à faire par rapport à ça.
Maintenant, si on regarde l'importance des différentes installations, donc on considère qu'il y a une majorité de petites installations quand même qui traitent donc moins de 25 000 tonnes qui vont entrer sur leur site. Donc, c'est quand même ce qu'on considère pour nous des petites installations, mais par contre, il faut prendre en considération aussi que dans plusieurs régions du Québec, il n'y a pas nécessairement un énorme tonnage non plus qui est généré en région. Donc, c'est aussi normal qu'il y ait un plus grand nombre de petites installations aussi. Puis, on peut voir aussi que les très grandes installations, donc qui reçoivent plus de 75 000 tonnes, sont quand même marginales là, à 15 Maintenant, les matières qui entrent dans un centre de tri proviennent de où finalement? Ben, c'est sûr que, je veux dire, en général, ça provient de différents chantiers de construction ou de rénovation qui sont réalisés euh, à travers les différentes régions desservies par les centres de tri. Puis il y en a près de 70 finalement qui sont justement collectés par différents conteneurs. Donc le fameux conteneur de 40 verges cubes que vous pouvez peut-être voir là, sur différents chantiers, c'est l'approvisionnement principal que les différents centres de tri vont recevoir à leurs installations. Par la suite, il y a les écocentres municipaux, donc qui représentent environ 20 des intrants des différents centres de tri de la province. Et dans des parties un peu plus, je veux dire, marginales, il y a certains centres de tri qui font des collectes directes auprès de différentes industries, commerces ou institutions, ce qu'on appelle, nous, les ICI. Donc, ils peuvent faire, par exemple, des collectes de métaux. Ils peuvent faire des collectes de carton, par exemple, ou de différentes matières si un service n'est pas toujours offert dans leur région. Puis dans les autres, ça peut être des dépôts volontaires. Par exemple, il y a certains centres de tri qui acceptent des particuliers qui peuvent venir déposer leurs résidus directement chez eux. Donc, si on avait à faire un exemple, je dirais, sur une installation là, donc de 100 000 tonnes, ben, elle recevrait donc 71 000 tonnes d'une collecte de conteneurs. Ça peut être les siens ou ça peut être d'autres aussi locataires de conteneurs qu'on appelle indépendants, qui ne sont pas nécessairement rattachés à un centre de tri. Il y aurait après ça 20 000 tonnes qui viendraient des écocentres, 7 000 tonnes des ICI, puis 2 000 tonnes qui viendraient de d'autres sources. Maintenant, autre résultat qu'on a compilé, 1 666 000 tonnes. Ça, c'est des CRD qui ont été directement éliminés. Donc, qui sont partis directement soit d'un chantier de construction ou d'un générateur, puis qui sont allés directement vers un site d'enfouissement. C'est une hausse de 12 par rapport à 2018. Donc, si on la compare avec la hausse des centres de tri qui était de 4 force est de constater qu'un générateur envoie de plus en plus de matière vers l'élimination directement plutôt que vers un centre de tri. Donc, déjà là, pour nous, ça nous donne un aspect en tant que tel. Puis, je vais apporter aussi une précision sur ce tonnage-là qui est éliminé parce qu'il va provenir de différentes sources à l'intérieur des déchets. Ce 1 666 000 tonnes provient donc presque un peu plus de la moitié, vient donc directement du secteur CRD, directement d'un chantier où les gestionnaires de ce chantier-là vont donc récupérer les matières dans un conteneur et l'acheminer directement dans un site d'enfouissement. Donc là, on perd, je dirais, toute possibilité de récupérer la matière qui est contenue dans ce conteneur-là, finalement. Mais il y a aussi des résidus de CRD qu'on retrouve, ce que nous, on appelle assimilés ou dissimulés à travers les flux de déchets standards provenant des commerces, des industries, par exemple, ou provenant du secteur municipal, donc des résidents. Dans le cas des ICI, il peut y avoir différentes possibilités. Ça peut être, par exemple, des réparations, des petites réparations qui auront été faites dans une usine ou dans un commerce. Et plutôt que de faire venir un locataire de conteneurs spécialisé, ben, ils vont se disposer des résidus directement dans leur conteneur de déchets standard.
Puis dans le secteur municipal, par exemple, ben, ça peut être un peu sur le même principe des citoyens qui auront fait des petits travaux chez eux, mais plutôt que d'aller porter leurs résidus à l'écocentre, par exemple, ben, vont l'avoir mis dans leur bac à déchets qui est ramassé selon la fréquence là, de la municipalité. Dans les ICI aussi, ça peut arriver. On a vu certains articles là, qui ont été diffusés dans les médias. Ça peut être aussi malheureusement des matières qui ont été un peu jetées par des détaillants. Donc, des fois, ça peut être du matériel périmé, des matières qui auront été abîmées dans un entrepôt, par exemple. Donc, plutôt que de les revendre, ces matériaux-là vont être jetés littéralement dans les conteneurs de déchets. Donc, c'est aussi une partie du flux qu'on va retrouver dans les CRD éliminés au Québec. Ce qui nous amène, donc, si on les met en relation, justement, c'est un des indicateurs qu'on a mis en place dans la dernière politique, à savoir quel était le taux, finalement, d'acheminement des résidus de CRD vers un centre de tri. Donc, si on prend notre projection de 1 846 000 tonnes qui ont été reçues dans les différents centres de tri, puis on le met en relation avec les 1 666 000 tonnes de résidus éliminés, ça nous fait grosso modo un tonnage généré, donc l'addition de ces deux montants-là, d'à peu près 3,5 millions de tonnes. Ce qui nous amène donc à un taux d'acheminement vers les centres de tri de 53 %. Donc, grosso modo, une tonne sur deux est acheminée dans un centre de tri et l'autre tonne est envoyée directement à l'élimination. Ce qui amène, et ce taux-là est malheureusement en baisse depuis les derniers bilans. Il était de 55 en 2018 et 63 en 2015. Donc, considérant que, comme j'ai présenté un peu plus tôt, que le tonnage éliminé est en plus forte augmentation que le tonnage qui est acheminé dans les centres de tri, c'est juste une conséquence normale, je dirais, que finalement, la proportion soit en baisse ou soit moins importante là, que les différentes années, les dernières années. Maintenant, une fois que les matières sont acheminées dans un centre de tri, ben, les centres de tri doivent justement les trier, les conditionner, les mettre en marché pour pouvoir atteindre une certaine performance. Et le taux de recyclage et de valorisation des centres de tri est de 47 en 2021. Donc, c'est vraiment les CRD qui sont sortis des centres de tri, qui ont été envoyés vers des installations de recyclage ou de valorisation énergétique. Peut-être juste pour préciser, la valorisation énergétique, c'est vraiment quand on utilise une matière résiduelle à l'intérieur d'un procédé industriel ou d'une installation de chauffage ou de production d'électricité, par exemple, qui est produite à partir de matières résiduelles. C'est ce qu'on va considérer comme étant de la valorisation énergétique. Ce taux-là, à 47 est en baisse, encore une fois, par rapport à nos résultats de 2018. En 2018, il était de 53 %. Donc, on a une certaine baisse qui a été observée. Et un peu comme vous l'avez peut-être vu lorsqu'on a lancé les fiches du bilan général la semaine dernière, les objectifs du plan d'action 2019-2024 seront difficiles à atteindre pour cette année. Finalement, l'objectif dans le cas des CRD était d'avoir 70 des résidus de CRD envoyés vers le recyclage ou de la valorisation énergétique à la fin de 2023. Donc, je ne vous cacherai pas qu'on n'a pas vraiment vu de grands changements, je dirais, en 2022 ou ce qui se prépare à avoir en 2023 pour dire qu'on va atteindre l'objectif à ce moment-là. Donc, l'objectif de 70 peut-être pour faire un petit historique, avait été établi en fonction des résultats qui avaient été obtenus en 2018. Donc, à ce moment-là, on pensait que l'objectif était quand même ambitieux, mais on pensait quand même pouvoir gruger ou avoir quelques points de pourcentage supplémentaires chaque année de 2018 à 2023 pour atteindre ou à tout le moins s'approcher de 70 %.
Mais malheureusement, on a un peu piétiné, même régressé entre ces périodes-là, ce qui fait que, à moins d'un revirement spectaculaire, je ne pense pas que cet objectif-là va être atteint en 2023. Donc, si je détaille un peu plus au niveau de ces sorties-là, finalement, ça, c'est les sorties vraiment les résultats réels. Donc, il ne s'agit pas de projection pour toutes les installations, c'est les résultats des 35 centres de tri qui nous ont répondu. Donc, ces centres de tri-là ont sorti pour différents débouchés 1,2 million de tonnes qui sont allés, je veux dire, principalement vers 4 débouchés possibles. Donc, sont envoyés vers un lieu d'élimination, vers des installations de recyclage, vers des installations de valorisation énergétique, ou sont soit exportés ou stockés en attente d'une autre mise en valeur, si je peux dire. Donc, c'est les 4 débouchés potentiels qui peut y avoir. Puis, si j'amène certaines précisions sur ce qui est envoyé dans un lieu d'élimination, ce n'est pas nécessairement parce que c'est envoyé dans un lieu d'élimination que c'est, je vais dire, vraiment des rejets provenant du centre de tri. Il y a quand même 464 000 tonnes qui ont vraiment été ce qu'on considère éliminées, donc ce qui était des rejets, des matières pour lesquelles les centres de tri n'ont pas de débouchés disponibles ou très peu. On parle, par exemple, des tapis, de tous les produits en fibre de verre, de différents plastiques, la laine isolante ou différents assemblages, par exemple, qui peuvent être faits. Je prends un exemple d'une démolition. Quand on va faire une démolition standard à grands coups de marteau, de masse ou autre, ben, un assemblage avec un bout de bois, un bout de gyps, une pellicule, un revêtement extérieur, intérieur, les centres de tri ne sont pas outillés nécessairement pour redéfaire chacun de ces morceaux-là. Donc, dans la plupart des cas, ces assemblages-là se retrouvent directement dans les rejets d'un centre de tri. Pour réduire, par exemple, cette situation-là, il faudrait en amont, au niveau des différents chantiers, qu'il y ait davantage de déconstruction, par exemple. Donc, de procéder à des déconstructions plus sélectives pour faire vraiment soit un tri à la source ou une pré-séparation de différents matériaux pour pouvoir maximiser le potentiel de recyclage ou de valorisation des centres de tri. Par la suite, il y a aussi du matériel qui est envoyé, ce qu'on appelle en recouvrement journalier, en recouvrement alternatif dans les lieux d'élimination. Ça, pour faire une petite histoire, c'est pour ceux qui sont moins familiers avec cette situation-là, les sites d'enfouissement, tous les jours, doivent couvrir les déchets qu'ils ont reçus dans la journée. Le ministère autorise différentes matières résiduelles qui peuvent être utilisées pour faire cette fonction-là de recouvrement journalier et des résidus de CRD sont autorisés pour être utilisés comme recouvrement. On peut parler dans ce cas-là de certaines fractions, ce que nous on appelle dans le jargon de fraction fine, ce qui est donc une fraction d'environ 0,2 pouces ou 0,20 mm à peu près pour, pour couvrir ces déchets-là, qui sont souvent un amalgame de toutes sortes de matières, finalement, qui ont à peu près qui ont très peu de débouchés de recyclage. Mais on peut parler aussi de certains agrégats, donc du béton, de la brique qui peut être utilisé dans ces applications-là, de même que du bardeau broyé à l'occasion peut être aussi utilisé pour ces applications-là. Et dans certains cas, on voit également du bois qui est utilisé pour cette application-là. Puis par la suite, il y a aussi un autre besoin en aménagement. Donc, les sites d'enfouissement ont besoin de matière pour aménager de nouvelles cellules d'élimination, ont besoin de construire certaines infrastructures pour les camions, pour leur permettre de se rendre où les déchets sont éliminés, sont enfouis. Donc, encore une fois, eux ont des besoins pour ça. Et c'est composé, encore une fois, soit d'agrégats, donc de béton, de briques, de bardeaux, ou dans certains cas, on a vu aussi du bois dans cette application-là.
Je dirais pour la partie de recouvrement journalier, d'aménagement, Recyc Québec a tracé une ligne à l'effet que ces matières-là ne sont pas considérées comme ayant été recyclées ou valorisées. Je dirais que ça fait partie de discussions avec l'industrie qui, je dirais, considère que ces matières-là peuvent être remplacent dans un certain sens de la matière vierge pour différentes applications. Mais on préférerait que ces matières-là, par exemple, soient utilisées pour de l'aménagement d'infrastructures municipales, par exemple, ou réutilisées dans des nouveaux produits plutôt que d'être utilisées dans des infrastructures de sites d'enfouissement. Donc, c'est pour ça on a tracé cette ligne-là par rapport à ces matières-là. Maintenant, si je vous présente, c'est un grand tableau, si je peux dire, là, mais c'est les résultats réels pour chacune des matières qu'on a sondées auprès des différentes installations. Donc, le bois est quand même la matière la plus triée, la plus extraite des différents flux qui sont envoyés. Ça a quand même un certain lien avec la construction, je dirais, où il y a encore du bois qui est utilisé en très, très grande proportion dans à peu près tous les ouvrages du bâtiment en tant que tel. Par la suite, on a les agrégats, puis vous voyez aussi qu'on fait une certaine distinction parce qu'il y a certaines matières, justement, dont les débouchés de valorisation énergétique sont juste impossibles. Dans le cas des métaux, par exemple, on n'est pas capable d'extraire de l'énergie avec ça. Donc, pour les matières qui ont un certain potentiel, je dirais, c'est pour ça qu'on a mis une valeur à ce moment-là. Sinon, ben, on ne demandait pas de résultats pour ces matières-là, pour ces matières-là, pour ce débouché-là aussi. Ce qu'on a vu un peu arriver en 2021, c'est des débouchés d'exportation. Ça, on n'avait pas vu ça beaucoup ces dernières années. On a donc sondé directement les installations. On est arrivé avec je dirais, un premier tonnage dans un certain sens, mais contrairement à ce que vous avez peut-être entendu dans le cas de la collecte sélective, par exemple, où on a vu certains reportages où il y a des ballots de matière ces dernières années qui étaient expédiés outre-mer. Dans le cas des CRD, quand on parle d'exportation, on va parler de hors Québec limitrophe, c'est-à-dire qu'on va parler d'exportation vers l'Ontario, la Nouvelle-Angleterre ou le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment pas un facteur de distance finalement qui est un facteur dans le cas des résidus de CRD. Je voulais peut-être porter une attention particulière sur le bois, étant donné que ça fait partie de la stratégie de valorisation de la matière organique qui a été euh, présentée par le ministère et Recyc Québec, le ministère de l'Environnement et Recyc Québec, pour justement détourner un maximum de résidus organiques des lieux d'élimination. Donc, si on prend les résultats du bois pour les centres de tri, on voit quand même que pour chaque tonne de bois qui est envoyé au recyclage, c'est 2,6 tonnes de bois qui sont envoyés à de la valorisation énergétique. Donc, ce qui nous amène une certaine dégradation dans un certain sens sur la hiérarchie des 3 RVE, donc la hiérarchie qui vise la réduction, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et finalement l'élimination. Donc la valorisation énergétique est le premier niveau de valorisation, le recyclage étant le deuxième. Pour le bois, malheureusement, c'est la valorisation énergétique qui prime. Par contre, il y a quand même aussi des forts besoins d'énergie, je dirais, pour certains types d'installations, ce qui amène une certaine demande par rapport à cette matière-là. Je parlais tantôt d'un ratio pour chaque tonne de recyclage, 2,6 tonnes sont envoyées en valorisation énergétique. Ce ratio-là est à peu près stable. En 2018, c'était une tonne, pour chaque tonne envoyée au recyclage, c'était 2,5 tonnes qui étaient envoyées en valorisation énergétique. Pour ce qui est des exportations, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va suivre un peu dans les prochaines années, dans les prochains bilans afin de voir un peu la tendance qui s'observe un peu pour ça. Maintenant, si on parle des receveurs, donc les recycleurs de bois,
eux, au total, ont déclaré avoir reçu en 2021 près d'1,7 million de tonnes de résidus de bois. Là, je veux dire provenant de toutes sortes, là, que ce soit des résidus de bois provenant de la forêt, de la transformation du bois, donc des scieries, par exemple, des copeaux provenant de scieries ou de d'autres installations là, dans toute la chaîne de transformation du bois. C'est le tonnage qu'ils ont reçu et de ce tonnage-là, ils ont importé 278 000 tonnes de résidus de bois provenant donc de l'extérieur du Québec. Donc, c'est un peu à dire que les besoins ne semblent pas être satisfaits uniquement par ce qui est généré au Québec actuellement. Et encore plus, il y a à l'intérieur des importations de 278 000 tonnes, il y en a 95 000 tonnes qui proviennent de centres de tri CRD qui étaient hors Québec. Donc ça, pour nous, c'est quand même un facteur qui nous amène à illustrer une certaine faiblesse dans l'industrie, si je peux dire. Puis si on met en relation finalement le tonnage qui est envoyé en valorisation énergétique versus le tonnage qui est importé de centres de tri de l'extérieur du Québec, on peut voir qu'il y a quand même, il y a certainement moyen de répondre aux besoins de l'industrie des recycleurs par peut-être une amélioration de qualité des produits de bois qui sont envoyés vers la valorisation énergétique. Donc, c'est un enjeu qu'on identifie puis qu'on va essayer de trouver les différents freins pour pouvoir peut-être réduire les importations et pouvoir être un peu plus autosuffisant finalement. Et finalement, l'autre catégorie ou l'autre tableau que je voulais vous présenter, c'est les résidus de bois qui sont éliminés. En 2018-2019, Recyc Québec a fait une grande caractérisation à l'élimination. Donc, on a mandaté une firme pour aller vraiment ouvrir les camions, les sacs de déchets qui étaient envoyés dans les différents sites d'enfouissement, les conteneurs qui étaient aussi envoyés dans les sites d'enfouissement pour savoir quels étaient les types de matières qui étaient éliminés. Donc, on a constaté que dans le cas du bois, il y a encore une très grande proportion de bois qui est éliminée. Au total, c'est 738 000 tonnes de bois qui se sont retrouvées dans les sites d'enfouissement en 2021. Donc, on parle d'un peu plus de la moitié qui sont des matériaux de construction. Dans le cas des matériaux de construction, on va parler du traditionnel 2x4. On va parler aussi de panneaux de fibres. On va parler donc de tout ce qui peut être utilisé pour de la structure finalement des bâtiments. On a 97 000 tonnes qui provient des produits de bois, des produits de finition en bois. Dans ce cas-là, on va parler par exemple de la mélamine, de certaines moulures qui peuvent être utilisées, de portes qui sont aussi installées dans les maisons. Donc, ça, c'est un autre gisement de matière. Puis, on a également les produits d'emballage, la fameuse palette, différentes boîtes en bois qui sont générées et éliminées, représentent à peu près 120 000 tonnes. Puis, dans la catégorie autre, on a par exemple du bois traité, du bois qui peut provenir d'un incendie qui a été partiellement incendié, du bois moisi, par exemple, qui a pu être à la suite de travaux, à la suite d'une inondation, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un gisement qui offre un peu de potentiel de recyclage et de valorisation. Puis encore une fois, si on met en relation deux chiffres finalement, donc uniquement la portion des matériaux de construction qui sont éliminés chaque année versus les importations que les recycleurs de bois prennent, ben encore une fois, on pourrait certainement réduire nos importations et être plus autosuffisant finalement pour cette partie-là. On pourrait littéralement réduire ou éliminer les importations en allant puiser dans nos propres déchets finalement. Maintenant, au niveau des perspectives avec ces différents résultats-là, on observe, puis c'est ce qu'on a observé finalement entre 2018 et 2021, c'est qu'il y a certaines conditions de marché qui se dégradent ou certains marchés qui se saturent. Donc, il y a une plus grande génération des matières résiduelles pour ce que les recycleurs peuvent accepter.
Dans le cas des recycleurs, par exemple, ça peut venir pour différentes raisons, soit des fois par manque de capacité de traitement ou par manque de demande aussi. S'il n'y a pas de demande pour les produits recyclés, ben, eux n'auront pas tendance nécessairement à soit à investir ou à vouloir fournir ces marchés-là s'il n'y a pas de demande. Et par la suite, ça remonte la chaîne où ben, si eux n'ont pas de demande, ben, eux ne voudront pas nécessairement recevoir davantage ou recevoir des nouvelles matières à recycler. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va devoir s'attarder dans le futur. Maintenant, on est déjà, petit scoop ici, on est déjà en train de préparer le bilan 2023. Donc, à la fin de l'année, on procédera à la préparation de cet exercice-là comme on a fait en 2021. Puis, je dirais que ça va nous permettre de finaliser un peu le portrait de situation par rapport au plan d'action 2019-2024 qui a été lancé, puis alimenter les réflexions pour le prochain plan d'action qui viendra pour ça. Ceci dit, on n'attendra pas nécessairement le prochain plan d'action pour poser des premiers gestes. Je reviendrai un peu plus tard là, pour voir différents secteurs d'intervention qu'on va avoir. C'est sûr que, comme on mentionnait aussi, la génération et l'élimination sont en augmentation. Donc, en 2019, les CRD étaient la deuxième catégorie de matières enfouies en fonction de notre grande caractérisation. Comme je disais, les résidus de CRD représentaient 28 de toutes les matières éliminées au Québec, comparativement, par exemple, à la matière organique qui est rendue à 30 dans les différents sites d'enfouissement. Ce qui nous amène un peu dans nos prévisions. On a certains scénarios où en 2023, les résidus de CRD deviennent la première catégorie de matières éliminées au Québec. Pour ça, notamment parce que la matière organique va être de plus en plus détournée de l'élimination. Entre 2019 et puis 2023, il y a notamment 2 des 10 plus grandes villes du Québec, qui sont Québec et Trois-Rivières, qui auront ou qui sont en train de déployer la collecte de matière organique. Donc, pour la province au grand complet, ce gisement-là sera certainement en baisse et on ne voit pas encore d'aspect qui amènera une réduction de l'élimination des résidus de CRD, je veux dire, à court terme, ce qui fait que les CRD, comme je le disais, ont un scénario où ils deviennent la première catégorie de matières éliminées. C'est un secteur qui a aussi besoin de plusieurs interventions, notamment au niveau des générateurs, que ce soit les entrepreneurs en construction, les architectes, les gestionnaires de projets, les clients qui, dans l'institutionnel, par exemple, qui vont décider de construire différents immeubles, d'investir dans différents immeubles, la gestion des matières résiduelles la sensibilisation à la gestion des matières résiduelles doit être faite également auprès de ces gens-là pour choisir également les bonnes installations. Ça, on y reviendra un peu plus tard. On doit aussi intervenir au niveau du tri pour peut-être améliorer la qualité de certaines matières pour faciliter de la mise en marché. Les recycleurs aussi ils devraient avoir certaines interventions avec eux afin de comprendre s'ils peuvent accepter davantage de matières résiduelles ou qu'est-ce qui les empêche d'en recevoir davantage. Puis, comme je l'expliquais aussi tantôt, les clients, si eux peuvent exiger de plus en plus de contenu recyclé à l'intérieur de différents produits, différents travaux, ben, ça va aussi stimuler le reste de la chaîne. Je parlais d'actions qui ont été mises en place. Celui-là, le comité spécial de CRD a été annoncé par le ministre Charette au début de l'été ou à la fin du printemps 2022, qui faisait suite au dépôt du rapport du BAP sur l'état général des résidus ultimes, dont le rapport avait été déposé en janvier 2022. C'est un comité qui a été créé, qui avait comme objectif de présenter un plan
pour améliorer la situation du secteur. Il y avait différents participants autour de cette table-là. Je vous mets les différents acronymes, mais vous avez peut-être à retenir surtout que la colonne de gauche, ce sont les acteurs principaux pour toute l'industrie du recyclage, du tri des matériaux de construction. La colonne centrale, c'est tous les représentants du monde municipal et à droite, les représentants du monde de la construction. Donc, tous ces gens-là ont été réunis sur une table pilotée par Recyc Québec et pour discuter de différents sujets, émettre des recommandations au ministre qui lui ont d'ailleurs été présentées le 25 janvier dernier. Donc maintenant, ce sera à lui de décider s'il veut les rendre publiques, ces conclusions-là. Par contre, il y a des sujets, il y a des idées qui ont été soulevées dans les discussions, puis qui ne nécessitent pas nécessairement je dirais, d'une grande action ou de grands changements au niveau du ministère. Donc, ce sera des initiatives, des idées auxquelles Recyc Québec ont réfléchi pour les mettre de l'avant peut-être dès 2023 pour faire des gestes pour améliorer la situation. Un des gestes aussi qu'on attend comme pour améliorer le secteur, c'est la traçabilité des CRD. Ça tente finalement de répondre à la grande question que plusieurs générateurs se posent, de dire où vont les matières que je mets dans mon conteneur, je fais un effort, mais où se retrouvent ces différentes matières-là? Donc, est-ce que c'est possible de les tracer du générateur jusqu'au recycleur ou à la destination finale? C'est un peu, si vous êtes au courant, il y a une technologie semblable qui existe ou qui est en train d'être mise en place de plus en plus pour la gestion des sols contaminés. Donc, c'est un peu de savoir, est-ce que c'est possible de transposer cette technologie-là aux résidus de CRD alors qu'on se trouve un sol, par exemple, ben, on sait qu'on a un camion à suivre avec une matière à l'intérieur qui est le sol contaminé vers une installation de traitement et par la suite, une fois traité, où se retrouve cette matière-là par la suite. Dans le cas des résidus de CRD, on a quand même le défi de tracer plusieurs matières. Comme je vous rappelle au début de la présentation, je vous montrais le secteur CRD, qu'est-ce qu'on suit comme matière. Et il y avait une vingtaine de matières qu'on a à suivre finalement. Donc, est-ce qu'on est capable de suivre chacune de ces matières-là du début à la fin? C'est un peu ce qu'on essaye de voir. On a un projet pilote qui est en cours. On attend les résultats au mois de mars. C'est un projet pilote qui vise finalement un peu tous les secteurs, c'est-à-dire le résidentiel léger qu'on a identifié comme étant les 5 logements et moins, donc l'unifamilial, les 5 logements et moins, et des chantiers commerciaux, industriels ou de multilogements, donc poursuivre la construction de 5 logements et plus, et d'autres chantiers suivent une usine, par exemple, ou un édifice à bureaux qui peut être en construction. Donc, c'est de suivre 100 matières d'un bout à l'autre dans les différentes catégories. Donc, on aura les résultats pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Dans les conclusions préliminaires qu'on a à date, c'est possible, mais il y a beaucoup de mais finalement. Donc, est-ce que ce sera le genre de technologie qui pourra être déployée à grande échelle dans le futur? La meilleure réponse que je peux dire, c'est oui, mais. Donc, on attendra le rapport final avant et réfléchir à ça, à savoir quel genre de suite on pourra donner avec ça. En attendant aussi, pour permettre aux générateurs de répondre à une certaine question, à savoir comment je peux faire affaire avec des installations qui ont des bonnes pratiques finalement, comment je peux choisir les meilleures installations qui existent. Recyc Québec, on a lancé en 2020 un programme de reconnaissance des centres de tri CRD. Donc, c'est un programme qui est volontaire. Donc, les gestionnaires de ces centres de tri-là font
un effort de transparence finalement, de transmettre des informations à Recyc Québec afin que Recyc Québec puisse valider les affirmations finalement de certains centres de tri sur le taux de recyclage, notamment sur les matières qui sont acceptées, les matières sur lesquelles il y a des débouchés qui peuvent être offerts. Donc, les gestionnaires nous déposent des documents, notamment leur registre de sortie. Donc, pour nous, on est capable d'identifier les quantités qui entrent, les quantités qui sortent et les destinations aussi de ces différentes matières-là pour déterminer quels sont les débouchés de recyclage ou de valorisation en tant que tels. On a, à ce moment-ci, on a 15 centres de tri dans 8 régions du Québec qui ont été reconnus. Je vous la présente d'ailleurs, la liste des installations qui sont reconnues. Présentement, on a une certaine, je vais dire, une certaine disparité régionale où, par exemple, dans la grande région métropolitaine de Québec, on a 5 centres de tri qui sont reconnus, mais malheureusement, dans la région de Montréal, dans la CMM, on a seulement une ou deux installations qui sont reconnues. Je dis une ou deux parce que malheureusement, le centre de tri de GFL à Montréal-Est a eu un important incendie en juin 2022. Donc, pour l'instant, cette installation-là, les résidus sont répartis vers les autres centres de tri de GFL. Et il y a aussi, on a aussi une reconnaissance qui est temporaire, qui a été accordée notamment à Service sanitaire DF à Saint-Georges-de-Beauce pour eux, ils font un tri, je veux dire, primaire et avec un projet de centre de tri qui s'en vient. Donc, on leur a accordé cette reconnaissance-là en attendant le déploiement là, du centre de tri. Donc, c'est ce que j'avais un peu à vous présenter. Je vous remets le lien vers la fiche que vous aurez là, donc, quand la présentation vous sera rendue disponible. Donc, je vous remercie de votre attention et je pourrai maintenant prendre quelques questions qui auront pu être formulées pendant la présentation. Merci, Nicolas. Quelques questions, je dirais qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup de questions. Donc, on va prendre, oui, on va prendre le reste de l'heure là, pour échanger, pour vous répondre au mieux. Évidemment, on n'aura peut-être pas l'occasion de de répondre à tous, mais on pourra fournir des réponses par la suite là, aussi de la présentation. D'emblée, il y en a quelques-unes là, que je vais juste vous dire, par exemple, quelles sont les installations sondées. Ça, c'est disponible. Ça va être avec la fiche, vous allez avoir les informations sans problème. La question sur est-ce utopique de rendre la collecte de données obligatoire pour les répondants ciblés? Non, ce n'est pas utopique et on souhaite bien entendu que ça devienne nous aussi obligatoire. Là, ça fait partie des recommandations là, que l'on fait annuellement puis qu'on souhaite mettre de l'avant. Donc, je vais commencer peut-être un peu plus parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ce qui est inclus dans le 47 par exemple, les meubles en bois sont exclus aussi. La question des meubles de bois, Oui, qu'est-ce qu'on en fait? je dirais, dans le cas des meubles, c'est sûr que les centres de tri CRD ne vont pas recevoir qu'uniquement des matériaux de construction. Dans certains cas, par exemple, sur des contrats d'éco-centre, vont recevoir ce que l'on appelle les encombrants, finalement, tous les meubles. Je dirais ça va être un peu du cas par cas dans certaines situations, c'est-à-dire que oui, il y a certains meubles qui peuvent être traités ou traités dans le flux régulier du bois pour être envoyés vers le recyclage ou vers de la valorisation en tant que telle. Mais souvent dans les meubles, on va avoir des cas de textiles, par exemple, les meubles rembourrés, les divans ou autres. Ça, c'est plus difficile d'extraire le bois, par exemple, pour arriver à recycler ces portions-là. Même chose pour la mélamine, où il peut y avoir du plastique, par exemple, un peu de présent là-dessus, ce qui limite un peu le potentiel de recyclage des meubles, finalement. Puis, dans le cas des résidus d'asphalte qui ne sont pas considérés comme CRD là, dans le bilan, est-ce qu'on devrait considérer les enregistrer dans une catégorie distincte dans les registres du LET aux fins de déclaration à part des autres CRD là, pour les déclarations annuelles? Euh, Peut-être pas
tant que ça, je dirais, c'est sûr que ça peut venir un peu influencer. Par contre, ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt des accumulations de matière chez les différents transformateurs, soit des fabricants d'asphalte, fabricants de béton, carrières ou autres. Des fois, par manque de demande, ces entreprises-là se retrouvent à les stocker finalement. C'est de la matière qui est quand même, somme toute, inerte, qui lixivie peu ou qui ont déjà les installations pour les traiter. Donc, vont les stocker en attendant d'avoir un peu de demande, ne paieront pas nécessairement les tarifs ou le transport pour l'acheminer dans un lieu d'élimination. Donc, c'est du matériel qui est un peu, je dirais, hors de notre radar, étant donné qu'il est ni recyclé, ni éliminé, il est stocké. Donc, c'est un autre aspect qu'on a à prendre en compte. Mais toute la gestion des infrastructures, peut-être qu'il y aura je dirais, un chapitre supplémentaire dans le futur pour vraiment s'attarder particulièrement à ce marché-là, finalement, qui fait face à des enjeux propres aussi, là. Puis, si on parle des quantités, il y a quelques questions sur les fines. Tu sais, quelle quantité, est-ce qu'on est capable de repérer les quantités qui vont dans les sites illégaux? Est-ce que ça, on l'a considéré dans l'étude? Non, ça c'est une autre portion, je dirais, qui est en dehors de notre périmètre. C'est sûr que nous, les informations qu'on a par les centres de tri, par exemple, ben, oui, on connaît certaines destinations, puis on n'a pas vu, je dirais, d'enjeux en particulier. Puis malheureusement, les opérateurs illégaux, soit qu'on ne les connaît pas, ou soit qu'ils ne nous répondent pas. Donc, il Exact, y a non, c'est ça. aussi cet aspect-là à prendre en compte, mais effectivement, on sait que c'est un enjeu dans le secteur. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on a mis en place le programme de reconnaissance des centres de tri Exact. pour justement démontrer ou amener de l'avant, mettre de l'avant les installations qui ont des bonnes pratiques et pour Et lesquelles qui les sont reconnus. générateurs peuvent être effectivement. On a regardé à l'intérieur de ça, puis ce qui nous donne comme information nous amène à croire qu'il n'y a pas d'enjeu sur ça et que quelqu'un peut avoir confiance finalement à envoyer ces matières-là. Puis justement, vu que où on enverrait les fines dans notre schéma, considérant que les LET en veulent pas pour éviter justement que ça se rende dans des sites illégaux, ce serait quoi notre Oui, il y a, suggestion? il y a quelques initiatives, je dirais, qui commencent à émerger, notamment de l'entreprise Sanexen qui avait un procédé de traitement des fines qui permettait des valoriser plus adéquatement. Par contre, là, pour l'instant, ils sont encore, je dirais, en démarrage, donc ils ne sont pas prêts à accepter tout le gisement qui est généré au Québec. Il y a malheureusement des centres de tri qui sont un peu forcés de les stocker sur leurs installations aussi. Donc, ça amène parfois certains enjeux, mais il y a encore, selon les informations qu'on a, il y a encore des centres de tri qui peuvent l'envoyer vers certains sites d'enfouissement. Donc, ils peuvent l'accepter parfois peut-être à un tarif plus élevé où il y a des projets aussi d'avoir des cellules dédiées à ces matières-là pour les recevoir et les recevoir en fin de vie finalement. Mm. Puis, tu sais, là, tu as nommé un exemple, mais évidemment, il y en a d'autres là, qui peut-être qu'on commencent à travailler aussi, puis à explorer des solutions. Là. Je veux dire, il n'y en a pas, il n'y en a pas qu'un seul. Et pour un peu conclure là, sur la question du 45 Mhm. puis on pourra éventuellement, je vais te poser d'autres questions. Le taux de recyclage de 47 se rapporte aux quantités apportées au centre de tri ou aux quantités totales éliminées plus les centres de tri. Fait que juste pour bien préciser ce qui va dans le 47. Le 47 c'est vraiment au niveau des centres de tri en tant que tel et au niveau de leurs sorties. Je dirais, on regarde vraiment par rapport aux sorties, pas nécessairement par rapport aux entrées, même si la différence n'est pas énorme, ça peut influencer un peu les résultats parce que nous, finalement, on prend une photo des résultats au 31 décembre. Donc, il peut y avoir dans un centre de tri
au 31 décembre des matières qui sont à trier, des matières stockées en attente où on ne sait pas trop vers quel débouché ça ira. Donc, nous, on va se fier vraiment sur ce qui est sorti du centre de tri afin de déterminer ce taux-là finalement, là. Donc, quelques questions maintenant juste sur le recouvrement journalier. Est-il vraiment plus pertinent d'utiliser, par exemple, du sable propre pour le recouvrement journalier versus des résidus de CRD qui sont évidemment peu valorisables? La réponse à ça, je dirais, ça dépend. C'est sûr que dans le cas des fines, si c'était pour utiliser des fines de centre de tri, ben, ça pourrait être une alternative là-dessus plutôt que d'utiliser du sable vierge pour ça. Par contre, de ce qu'on observe, les matériaux, je dirais, vierges utilisés en recouvrement sont surtout dans les petits sites d'enfouissement en région et non pas dans les gros sites d'enfouissement. Et ces petits sites d'enfouissement-là en région n'ont pas de centre de tri à proximité. Donc, est-ce que c'est plus avantageux de transporter des résidus fins de Québec à Gaspé? Je ne suis pas certain que ce soit vraiment très productif là-dessus, là. Et puis pourquoi on ne pourrait pas comptabiliser l'utilisation de matériaux sans débouché pour le recouvrement journalier, comme de la valorisation, par exemple? Ben, pour l'instant, on a tracé la ligne, comme je disais, en disant que ce n'était pas un débouché de recyclage ou de valorisation. C'est sûr qu'on réfléchit aux différents arguments qui nous sont présentés. C'est sûr que s'il y a des changements qui sont faits dans les interprétations, on viendra ajuster les résultats qu'on a obtenus, puis on fera les précisions nécessaires aussi dans nos prochaines publications, hein. Concernant le bois, question peut-être rapide, mais où peut-on envoyer nos conteneurs de bois pour éviter de les envoyer dans les centres de tri? Ben, des conteneurs de bois, je vais dire bruts, c'est plutôt difficile à trouver des débouchés directement, étant donné que les recycleurs vont vouloir avoir de la matière conditionnée, c'est-à-dire broyée, ramenée en copeaux, tamisée d'une certaine façon aussi pour pouvoir être utilisée dans les recycleurs, par les recycleurs. Donc, de passer par-dessus l'étape totalement du centre de tri, qui est également, dans beaucoup de cas, un centre de conditionnement aussi de résidus de CRD. Je pense qu'eux peuvent concentrer des gisements, optimiser les transports, avoir du matériel peut-être un peu plus de qualité ou qui aura de meilleures chances d'être accepté par les recycleurs à ce moment-là. Il y a aussi des questions, tu sais, concernant le 70 qui était la cible visée. On parle, évidemment, tu as ouvert sur plein de perspectives, là, puis on reconnaît les défis, mais en même temps, il y a des perspectives, puis on va voir ce qui s'en vient. On a tu as cité la réutilisation, mais ça n'a pas été inclus, par contre, directement dans le bilan. C'est quoi les incitatifs? Tu sais, on a parlé de certains débouchés, mais y a-t-il des incitatifs un peu plus forts pour la réutilisation des matériaux de construction ou de rénovation? Ben, je dirais que ça a fait partie des échanges, notamment là, du comité spécial CRD sur la démocratisation, si je peux dire, de la déconstruction, du réemploi aussi. Donc, c'est sûr que c'est des facteurs qui vont permettre d'améliorer le bilan en tant que tel aussi. C'est sûr que dans notre cas, par exemple, ça tombe un peu, je vais dire, dans une zone grise, étant donné qu'on va fonctionner beaucoup par poids, par tonnage, puis que des fois, du matériel qui est réemployé, pas nécessairement pesé. Donc, ça fait une espèce de trou mathématique, si je peux dire, pour ça. Mais on souhaite effectivement que ces pratiques-là soient mises en place là-dessus. Est-ce que ça va. Quel est le meilleur moyen à utiliser? Est-ce que ça passe par des réglementations municipales? Est-ce que ça passe par des incitatifs provinciaux? Est-ce que ça. Donc, on a plusieurs hypothèses pour l'instant, puis on est je dirais, à identifier le meilleur vecteur là, pour améliorer ces pratiques-là.
Puis, on sait que la réutilisation, le réemploi sont des stratégies d'économie circulaire. Puis, quelqu'un te posait Oui, la question, est-ce que ça fait partie de nos réflexions? Je vais répondre que oui, parce que en fait, c'est un des sujets sur lesquels je travaille presque quotidiennement. Notamment, tu collabores, toi, Nicolas, aux travaux du lab du CIRIEC. oui, Recyc Québec est impliqué. Donc, quelqu'un demandait pourquoi on n'a pas de partenaire en économie circulaire. Ben, c'est pas le cas. Là, on a le CIRIEC, on a le CTTEI avec nous. On réfléchit. Et oui, un des objectifs est d'amener encore plus cette transition-là là, dans le secteur CRD. Là, c'est une des stratégies là, qu'on souhaite mettre de l'avant. Donc, écoutez, il est 10 heures. On est arrivé à la fin de ce webinaire. Il reste plusieurs questions là, qu'on n'a pas eu la chance de traiter. Ce qu'on va faire pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre là, aujourd'hui, on va préparer un document de réponse, là, puis on va vous le transmettre là, pour être capable de vous donner l'ensemble là, de vos réponses. On va vous transmettre par courriel à tout le monde, en même temps que le lien vers l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui. Je veux dire un gros merci à Nicolas. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je vous rappelle, je vous remercie également tous d'avoir été présents, pas juste Nicolas, mais tout le oui, monde. merci beaucoup. Vraiment une belle participation, puis vraiment vos questions très intéressantes et toutes pertinentes. Euh, et vous étiez en très grand nombre. Je vous rappelle qu'il y a 3 autres webinaires qui sont prévus là, à chaque jeudi du mois de février pour présenter d'autres sections de notre bilan, dont les données de la collecte sélective et de la consigne, celles des matières organiques et finalement, on aura l'élimination aussi. Donc, les liens pour s'inscrire vont se retrouver dans le clavardage. Puis finalement, n'oubliez pas de remplir notre sondage d'appréciation. Là. On aime toujours recevoir vos commentaires. Merci encore, Nicolas. Je vous souhaite une très belle journée à Merci. tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.